Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la joie d'accueillir sur Radio Libre Expression Monsieur Christian Comtesse, qui est le directeur des repas ufologiques en France. Bonjour Christian, comment allez-vous? Bonjour David, très très bien, merci. Je suis le président de l'association Les Repas Ufologiques. Voilà, de l'association, autant pour moi, ufologique en France. C'est Monsieur Gérard Lebas qui vous a donné le relais, c'est ça, Christian? Alors, Monsieur Gérard Lebas était le créateur des repas ufologiques dans les débuts des années 80. Oui. Jusqu'à il y a quelques années, il a maintenu cette forme de repas ufologique qui n'était qu'une association de fait, c'est-à-dire qui n'avait pas une existence légale, mais qui était là, donc qui était existante quand même. Et quand Gérard Lebas a décidé de se retirer des repas ufologiques, il m'a repassé son bébé. Et je me suis arrangé pour que cela devienne une association à but non lucratif, inscrite au tribunal de grande instance de Saverne. Tout à fait. Il faut préciser pour la petite histoire que comme vous vivez en Alsace, c'est un petit peu plus compliqué de faire une association. C'est pour ça que c'est le tribunal de grande instance qui accorde des associations, enfin la création d'associations, que dans la France, dans d'autres villes, c'est un peu différent le statut. C'est ça, hein, Christian? Un petit peu plus différent, mais par contre, en Alsace, on a l'avantage d'être beaucoup plus protégé au niveau des associations. Et par contre, on a des règles un peu plus strictes. Ce qui nous permet d'avoir une existence, disons, plus importante que dans le reste de la France. Au niveau associatif, je m'entends bien, hein, je parle oui, pas tout à fait. Au niveau de la fréquentation des repas, hein, ou de l'association. Mais au niveau représentatif, on est un petit peu plus surveillé, et c'est beaucoup mieux à mon avis, hein, à mon avis. Oui, je pense. Alors Christian, si quelqu'un dans une ville ou une petite ville souhaite créer lui aussi un repas ufologique, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, il doit te contacter, et quelles sont ses compétences, j'allais dire, pour pouvoir faire un repas ufologique? Bon, alors d'abord, il faut que je précise une chose, c'est que le nom les repas ufologiques, dîner ufologique, souper ufologique et tout ce qui est apparenté est protégé. Chez nous, c'est protégé. Donc, normalement, personne ne devrait pouvoir, sans notre accord, appeler une manifestation repas ufologique, par exemple, parce que ça nous appartient. Bon. Ensuite, pour l'organisation d'un repas ufologique dans une ville de France, moi, je ne demande pas de compétences, forcément de compétences ufologiques extraordinaires. Si la personne s'intéresse un petit peu à l'ufologie, mais si surtout elle a la capacité de pouvoir rassembler un petit peu du monde autour d'elle, ou de cette personne, eh ben, il est capable d'ouvrir un repas ufologique en France. Oui. Le but des repas ufologiques, ce n'est pas de faire de l'ufologie, hein, on n'est pas là pour faire de l'ufologie, on est là pour rassembler des gens qui vont parler d'ufologie, qui s'intéressent au phénomène OVNI, et c'est ça notre but. D'accord. Et donc, si quelqu'un, je le dis, les auditeurs dans une petite ville souhaiterait faire ce repas ufologique une fois par semaine dans un petit restaurant, c'est-à-dire chacun paye sa consommation, donc c'est gratuit. On est d'accord, Christian? Alors donc la personne qui veut ouvrir un repas ufologique, il suffit qu'elle me contacte, on lui fait remplir une fiche d'inscription. Il y a une petite cotisation de 12 € pour le fonctionnement de l'association. Par an, donc ce qui est vraiment très raisonnable. Et ensuite, on discutera nous-mêmes de savoir comment, dans quelles conditions, et puis il aura l'appui de l'association pour faire sa publicité, etc. Il faut savoir que nous avons 24 repas en France qui sont organisés. Nous avons 5 repas à l'étranger qui font pas vraiment partie de l'association, mais dont ils reprennent les principes et la façon de fonctionner de nos repas ufologiques, qui sont partenaires, disons, et ça commence à faire pas mal de monde qui viennent à nos repas ufologiques. Oui, tout à fait, Christian. Alors, on va parler du phénomène OVNI,
quelles sont les nouvelles les plus récentes au sujet des ovnis observés dans la France? Écoutez, voir, en ce moment, je ne sais pas vraiment ce qui se passe parce que nous avons énormément de témoignages de personnes qui aperçoivent des objets volants non identifiés. Je tiens à préciser, je parle d'objets volants non identifiés au sens propre du terme. Ça ne veut pas dire que ces objets qui sont observés en France ne sont pas identifiables. On est bien d'accord? Oui. Donc, dans ce cadre-là, on a beaucoup de gens qui témoignent d'observation d'objets volants non identifiés, et à ce moment-là, où ils me contactent, ou ils contactent des partenaires des repas écologiques ou d'autres associations pour faire une enquête. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette enquête, on va d'abord rechercher ce que ça peut être de naturel, par exemple des lanternes taille, par exemple la lune, par exemple les astres, etc. On va rechercher ça. Et si on ne trouve pas, eh ben après on va essayer de faire une enquête un peu plus approfondie pour pouvoir identifier dans la mesure du possible un objet qui n'est pas habituel. Et puis si on n'arrive pas à identifier, eh ben ça restera un objet volant non identifié. Voilà, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que cet objet volant non identifié est une soucoupe volante extraterrestre venant de je ne sais pas quelle galaxie de notre galaxie, par exemple. Voilà. Je vois. Et c'est-à-dire que vous me dites si je me trompe, Christian. En France, c'est le seul pays qui a un organisme d'État qui s'occupe des phénomènes d'objets volants non identifiés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, pardon, Christian? Oui, alors il s'agit du GEPAN qui est rattaché au CNES, au Centre National d'Études Spatiales. Oui. Le GEPAN, c'est le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés. Donc, la procédure est la suivante. Si un témoin voit une chose qu'il n'arrive pas à comprendre, la première chose qu'il devrait faire, mais qui n'est pas obligatoire, c'est d'aller en gendarmerie, de faire une déposition. Les gendarmes sont normalement obligés de prendre cette déposition, qui sera transmise non seulement à la hiérarchie de la gendarmerie, mais aussi au GEPAN. Et ensuite, c'est le GEPAN qui traitera le dossier. Le GEPAN, dans la mesure du possible, enquêtera au niveau des institutions nationales pour avoir des informations particulières. Et ensuite, si jamais ils n'arrivent pas à avoir des informations particulières, ils peuvent, dans la mesure où ils ont sur à peu près tout le territoire français ce qu'on appelle des IPN, des intervenants de premier niveau, et ils vont transmettre le dossier à l'intervenant de premier niveau le plus proche de l'observation, pour qu'ils puissent faire un complément d'enquête. C'est-à-dire aller sur place, vérifier... aller sur place, vérifier sur place la géographie, vérifier la météo, interroger les témoins, etc. Voilà. Est-ce que il faut dire que cette personne qui peut aller sur place vérifier, vous faites partie de ces personnes, c'est ça, vous dans la région d'Alsace? Alors je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas le droit de communiquer là-dessus. Ah bon, d'accord, Christian. Par contre, est-ce qu'on peut dire que c'est transparent le GEPAN? Est-ce que s'il y a une information sensible, l'État ou l'armée peut dire justement donner aucune information pour pas affoler la population? Est-ce que ça peut être possible? Le sentiment que moi j'ai, et ça commence un petit peu à se confirmer de temps en temps, c'est que une observation très sensible, je parle par exemple d'une centrale nucléaire qui a été survolée par un triangle il y a 2-3 années, ces informations d'habitude n'arrivent pas jusqu'au GEPAN. Elles sont quelque part, il y a une espèce de forme de censure. Parce que un objet volant qui survole une centrale nucléaire française à une hauteur de 50-60 mètres, déjà c'est pas permis qu'un engin volant survole une centrale nucléaire à cette altitude, et ensuite c'est quand même bizarre. Donc, on a quelques indices nous permettant de dire qu'il y a des informations qui ne vont pas jusqu'au GEPAN.
C'est vrai que c'est quand même bizarre puisque depuis le 11 septembre, il y a une protection, c'est-à-dire très stricte, que aucun, ni les petits avions Cessna, ni aucun avion, ni même dirigeable, etc., ne peut survoler une centrale nucléaire. Il serait immédiatement intercepté par des avions militaires. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Oui, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Alors, il n'y a rien qui a le droit de survoler, un deltaplane, un parachute ascensionnel, rien n'a le droit de survoler une centrale nucléaire française. Tout à fait. Dans certaines conditions, est-ce que ce triangle qui a été observé au-dessus de la centrale, je crois que c'est celle de Golfech, est-ce que il a seulement été détecté? Le problème, il est là. C'est vrai qu'il y a un manque de transparence. C'est pas passé dans les informations, dans les grands médias, cette information que vous nous donnez, Christian. Et ça me fait penser, vous me dites si je me trompe, que aux États-Unis, souvent dans des centrales nucléaires, dans des zones militaires sensibles, il y a eu des apparitions d'objets volants non identifiés. Bon, là je n'ai pas les liens, je peux pas vous donner des liens, c'est pas facile à la radio, mais vous avez une conférence de presse qui a eu lieu il y a pas longtemps. Ceux qui veulent avoir le lien de cette conférence de presse n'ont qu'à me contacter sur mon email, je leur donnerai, où il y a des militaires, des officiers, des sous-officiers de l'armée américaine qui ont témoigné sur des apparitions d'objets volants non identifiés au-dessus de lanceurs de missiles, qui ont déconnecté des missiles, qui ont ouvert des silos à missiles, qui ont, comment dirais-je, pris en fin de compte la maîtrise de ces missiles donc qui étaient chargés de tech nucléaire, et ça pose de gros problèmes. Ça pose de gros problèmes. Et je pense qu'en France, c'est la même chose. Ah oui, évidemment, si l'information elle a été donnée par des militaires, il y a de quoi s'inquiéter. Et j'en viens à une question, Christian, qui a été soulevée par cette physicien, enfin qui a été à Oxford, qui est connu dans le monde entier, à savoir Stephen Hopkins, qui a dit il y a quelques mois ou il y a pas plus d'un an, qu'il serait dangereux pour nous, les êtres humains, de rentrer en contact avec des extraterrestres parce que ça pourrait détruire notre monde. Qu'en pensez-vous? Doit-on se méfier d'une autre forme de vie quelque part? Regardez notre propre histoire. Quand les Portugais et les Espagnols ont débarqué en Amérique, ils ont carrément, pratiquement éradiqué les Indiens qui étaient sur place, simplement en leur serrant la main, ou en les embrassant, ou en les côtoyant. Parce que ces gens n'étaient pas immunisés contre la grippe, contre la syphilis, contre bon, contre la syphilis, c'est peut-être pas, on n'est peut-être pas immunisé, mais ils les ont massacrés juste avec leurs propres microbes. Alors je pense que ça doit être la même chose si éventuellement des êtres venant d'une autre galaxie ou d'une autre planète, peu importe, venez nous rendre visite. Ils ont des particules, des microbes, des virus que nous ne sommes pas capables dont nous ne sommes pas capables de nous protéger et qui risqueraient éventuellement de faire un massacre. C'est clair. Non, mais ça c'est logique. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé quand les hommes ils sont revenus de la Lune. Ils sont restés en quarantaine parce qu'ils avaient peur que peut-être il y a, comme vous dites, des bactéries ou des virus qui sont inconnus et qui sont une menace pour la planète, quoi. Donc c'était quelque chose de très très sérieux. Évidemment, et à chaque fois qu'on va aller sur une planète différente, si on met les pieds sur Mars, ça va être la même chose. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Chers auditeurs, pour écouter la suite de cette émission et beaucoup d'autres émissions, téléchargez gratuitement les podcasts sur Radio Libre Expression. Il y a le lien sur YouTube. Je vous invite à me rejoindre sur ma radio et je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, où que vous vous trouvez dans le monde.